Vous connaissez maintenant les notions fondamentales de l'orienté objet que sont l'encapsulation, l'abstraction et l'héritage. Il est temps d'aborder une notion tout aussi centrale, celle du polymorphisme. De façon générale, le polymorphisme est le fait qu'un même code puisse s'adapter automatiquement au type des données auxquelles il s'applique. Il s'agit d'une notion importante car elle permet d'aller vers du code générique, du code qui s'écrit de façon unifiée pour différents types de données. Notez que dans cette séquence, il ne s'agit que d'une introduction au polymorphisme. Nous aurons l'occasion, dans les séquences de la semaine prochaine, d'y revenir de façon plus détaillée. Revenons à notre petit exemple introductif sur l'héritage. Supposons que nous disposons d'une hiérarchie de personnages et que nous souhaitions maintenant programmer un jeu où tout un ensemble de personnages de nature diverse rencontre un personnage principal. Comment mettre en œuvre ceci? L'idée est donc que l'on aurait un ensemble de personnages, que l'on peut imaginer stockés dans un tableau, ici pour simplifier un tableau de taille fixe, et nous voulons faire en sorte que tous ces personnages rencontrent tour à tour un personnage principal. L'idée serait donc de mettre en place, au travers d'une boucle, les différentes rencontres, faire en sorte que chaque personnage de la collection de personnages rencontre tour à tour le personnage principal. L'idée principale est qu'ici, dans le tableau de personnages, on pourrait avoir des personnages de nature diverse. Par exemple, la première entrée de notre tableau pourrait être un voleur, la seconde un guerrier, la troisième un sorcier. Et se pose à nous maintenant un premier questionnement. Nous avons vu que Java était un langage fortement typé, ce qui implique que tout ce qui est à gauche d'une affectation doit être de même type que ce qui est à droite. Est-ce que ce critère est rempli ici ? En clair, peut-on mettre un objet de type sorcier, voleur ou guerrier, qui sont des instances de sous-classes de personnages, dans un tableau de personnages? La réponse est effectivement oui. En effet, lorsqu'on écrit une affectation où l'on affecte à une variable de type superclasse la référence à un objet de type sous-classe, nous ne sommes pas en contradiction avec le fait que ce qui est à droite de l'affectation doit être de même type que ce qui est à gauche, en raison de l'héritage des types dans une hiérarchie de classes, que nous avons eu l'occasion de voir dans les séquences précédentes. Donc un objet d'une sous-classe, ici un objet de type sorcier, hérite du type de sa superclasse, donc de type personnage. Comme l'héritage est en fait transitif, un objet de type sous-classe hérite par transitivité de tous les types de son ascendance et donc peut avoir plusieurs types. Il s'agit là d'aspects déjà évoqués dans les séquences précédentes, mais qui sont suffisamment importants pour justifier une petite piqûre de rappel. Notre ébauche de programme est donc tout à fait correcte ici. Il est licite de stocker dans un tableau de personnages des personnages de nature diverse, ce qui a l'avantage de permettre de les manipuler de façon unifiée, comme nous le faisons par exemple ici au travers de cette boucle for. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe lorsque les personnages rencontrent le personnage principal, en particulier lorsque certaines sous-classes de personnages ont une façon particulière de gérer la rencontre. En effet, nous avons vu dans les séquences précédentes qu'il était tout à fait possible qu'une sous-classe redéfinisse une méthode déjà présente dans la superclasse. Nous avions alors pris l'exemple du guerrier qui, lorsqu'il rencontre un autre personnage, le frappe, alors que les autres personnages gèrent la rencontre différemment, ils se contentent de saluer le personnage rencontré. Le problème que nous nous posons maintenant est le suivant. Sachant que l'on stocke un objet de type guerrier dans une variable de type personnage, que se passe-t-il lorsqu'on invoque la méthode rencontrée sur la variable un personnage? Est-ce la méthode rencontrée de la sous-classe qui est invoquée, ou alors la méthode de la superclasse? C'est exactement le même problème qui se pose à nous dans l'exemple d'introduction, puisque nous stockons un objet de type guerrier dans l'entrée d'un tableau de type personnage, c'est-à-dire dans un contenant de type personnage. Il est en effet important de savoir ici si cette rencontre va se solder par de simples salutations ou un acte un petit peu plus violent. On peut considérer en fait cette question selon deux points de vue possibles. On peut considérer par exemple que c'est le type de la variable sur laquelle est invoquée la méthode qui va déterminer la méthode à utiliser. Ici, le type de la variable sur laquelle est invoquée la méthode est personnage. Si c'est ce critère qui est considéré comme prépondérant pour décider de la méthode, alors on va aller chercher la méthode dans la classe personnage et donc la rencontre va se solder ici par des salutations. Cette façon particulière de résoudre le lien entre une méthode et une variable, c'est-à-dire de trouver quelle méthode appliquer à la variable, s'appelle en programmation la résolution statique des liens. On parle de résolution statique parce que l'on n'a pas besoin d'attendre que le programme s'exécute pour faire le choix de la méthode rencontrée à appliquer ici. Ici, à la simple lecture du programme, lorsque le programme compile, on peut savoir qu'un personnage est de type personnage et par conséquent, c'est la méthode rencontrée de personnage qui sera appliquée. Pour résumer donc,
On parle de résolution statique lorsque c'est le type apparent de la variable qui est déterminant pour choisir la méthode à appliquer. La résolution statique des liens existe dans certains langages, mais n'est pas le point de vue retenu par Java. Deuxième point de vue possible, celui de la résolution dynamique des liens, où l'on va considérer que c'est le type effectif, c'est-à-dire le type de l'objet effectivement stocké à l'intérieur de la variable, qui va être prépondérant pour choisir la méthode à appliquer. Dans notre exemple, la variable un personnage est certes de type personnage, mais elle contient une référence à un objet de type guerrier. Si c'est le type contenu dans la variable qui est prépondérant pour le choix de la méthode, alors dans ce cas, on va choisir la méthode rencontrée de la classe guerrier. Ici donc, notre personnage rencontré, au lieu d'être simplement salué, va subir quelques coups. On parle de résolution dynamique parce qu'en général, c'est en cours d'exécution du programme qu'on va pouvoir déterminer le contenu effectif d'une variable. Il existe donc en programmation deux façons possibles de faire la résolution des liens, la résolution statique ou la résolution dynamique. Certains langages offrent le choix entre les deux modalités, c'est-à-dire que l'on peut choisir si l'on veut faire de la résolution statique ou de la résolution dynamique. En Java, ce choix n'existe pas. C'est systématiquement la résolution dynamique des liens qui est mise en œuvre. C'est donc le type effectif de ce qui est réellement stocké dans la variable plutôt que le type apparent de la variable qui va décider du choix de la méthode à appliquer. Et donc, dans le cas de notre exemple, le personnage rencontré va fatalement recevoir quelques coups du guerrier. Pour finir, résumons et synthétisons sur un petit exemple analogue à celui de notre exemple d'introduction. Supposons que nous disposons d'une classe jeu dans laquelle il y aurait un attribut de type personnage qui serait le joueur principal du jeu et un autre attribut de type tableau de personnage qui lui représentera les adversaires qui vont rencontrer le joueur. La classe jeu contient une méthode publique tour de jeu qui fait en sorte que chaque adversaire rencontre tour à tour le joueur. Supposons que dans une méthode de la classe jeu, par exemple un des constructeurs, le tableau d'adversaire soit rempli de la façon suivante. La première entrée contiendrait un sorcier et la seconde un guerrier. On suppose aussi, comme dans les exemples vus précédemment, qu'un sorcier a la façon générale de rencontrer un autre personnage, c'est-à-dire qu'il va simplement le saluer, et que le guerrier, lui, rencontre le personnage d'une façon spécialisée, c'est-à-dire en le frappant. Si un programmeur utilisateur de la classe jeu déclare une variable le jeu de type jeu et qu'il invoque la méthode tour de jeu sur cette variable, que va-t-il se passer? Avec la résolution statique des liens, si toutefois il était possible, c'est le type apparent des variables qui va décider, donc le type personnage qui va décider. Et à ce moment-là, le joueur va se faire saluer deux fois, une fois par le guerrier, une autre fois par le sorcier. Avec la résolution dynamique des liens, la méthode rencontrée va s'adapter au contenu de la variable de type personnage, c'est-à-dire de l'entrée du tableau. C'est le type effectif qui décide, et dans ce cas-là, le joueur va se faire saluer par le sorcier, mais frapper par le guerrier. La résolution dynamique est toujours ce qui va se passer en Java. La seconde option. Voilà, ceci conclut notre séquence d'introduction sur le polymorphisme en Java. Dès la séquence suivante, nous aurons l'occasion d'y revenir plus en profondeur et plus en détail.